Canal 3 Bénin, 7h passées d'une petite minute. Bonjour à tous et bon réveil sur Actu Matin. C'est votre matinale. Merci de prendre ce rendez-vous du lundi 19 octobre 2020. Bonjour à vous, Ravali Para. Christian, bonjour et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour la lecture des gros titres de la presse nationale. Mais avant, au sommaire, une rencontre, des déclarations, un écrit et sur la toile, la polémique qui depuis vendredi et samedi alimente les débats. Patrice Talon, de ses échanges avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales sur la dette envers les travailleurs et retraités, a présenté un point de la situation. Son régime aurait hérité des régimes précédents d'une dette d'environ 173 milliards de francs CFA avant 2016 et à ce jour, 87 milliards sont payés, de quoi créer la riposte. En réaction, son prédécesseur immédiat, Thomas Boniyahi, qui contredit et déclare ne pas se reconnaître dans ce point, d'où la polémique. Devrait-elle exister? Ce matin, la presse relaie en tout cas largement la rencontre du vendredi entre le chef de l'État et les responsables syndicaux. Elle mentionne le montant de 15 milliards de francs CFA à débloquer avec effet immédiat pour éponger les dettes des travailleurs. Cette annonce faite en page invitée, nous aurons à recueillir l'avis d'un acteur du monde syndical. Il était à la séance du vendredi dernier au Palais de la Marina. Apollinaire Afeoué est le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Il sera avec nous à partir de 8h10. Merci de nous rester fidèles. Actu Matin, c'est aussi les infos en images dans le mini-journal Ingrid Day. Avec Ingrid Day, nous irons en Guinée. Le scrutin présidentiel s'est tenu hier dimanche. Les électeurs se sont exprimés dans les urnes sans heurts, à la grande satisfaction de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Nos envoyés spéciaux à Conakry, nous ferons le point ce matin. En fin d'édition, votre revue de presse, Séraphin Asiongbon lit pour nous la presse, les unes, c'est dans un instant. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Les journaux en ouverture de votre matinale, c'est avec vous, Wahab Ali Para. Rebonjour Christian, rebonjour à tous. Vendredi dernier, le chef de l'État a rencontré les responsables des centrales et confédérations syndicales pour débattre d'un certain nombre de sujets. À l'issue donc des échanges, le chef de l'État a annoncé le déblocage immédiat de 15 milliards de francs CFA en vue de satisfaire les besoins des travailleurs. Il s'agit bien entendu des questions relatives donc aux arriérés sur salaire des agents de l'État, Fraternité et bien d'autres parutions en parlent ce matin. On commence donc par le quotidien de Ménotin. Paiement de 15 milliards d'arriérés aux travailleurs, mieux que la polémique. Ouf de soulagement pour les agents de l'État. Lutte contre la propagation du coronavirus. La Sobebra offre des dispositifs de lavage de mains aux promoteurs de bars de l'Ouémé et du Zoo. Nouvelle extension du projet SSD. L'USAID et la BMS renforcent la riposte contre la COVID-19. Changement d'emballage Guinness dans un nouveau look avec le même goût et la même saveur. Accès à l'eau potable à Kérou. La fondation MTN Bénin dote le CG Pikiré d'un forage. L'émergent à présent, remise de diplômes au complexe scolaire clé de la réussite. Les étudiants en transit et secrétariat ont reçu leur parchemin. La prochaine rentrée fixée au 2 novembre et les inscriptions se poursuivent. Nous apprend l'émergent et puis les travaux préparatifs comptant pour les états généraux de la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino rêve d'une cité doctoire bien révélée. Quotidien, le meilleur échange entre le chef de l'État et les partenaires sociaux. Le président Patrice Talon décide le décaissement de 15 milliards de francs CFA avec effet immédiat aux travailleurs pour le paiement des arriérés et avancement. Mobilisation autour de la candidature du chef de l'État. La CCT 21 met le cap sur le Koufo pour ratisser l'âge au profit de Patrice Talon. Quotidien Jack Pata, mairie de Cotonou, les 6 commissions permanentes de la municipalité installées année scolaire 2020-2021, difficile début pour les enseignants bivalents. La presse du jour, séance d'échange du chef de l'État avec les partenaires sociaux. Encore un effort de 15 milliards de francs CFA au profit des travailleurs. Invité sur la télévision nationale hier dimanche, l'honorable Orden Aladatine souhaite que le président Patrice Talon informe le peuple de sa candidature. Les 4 vérités à présent, élection présidentielle de 2020. Au Bénin, responsables religieux, têtes couronnées et imams invités à prier pour la paix au Bénin. La fondation Malerosso organise depuis 2 mois environ des séances de prière et demande à tous les Béninois de s'engager pour la paix. Présidentielle de 2021, Herman Dimitri Adanko demande aux opposants le respect des lois actuelles. Émergence Info, travaux préparatoires des états généraux de la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino rassemble les forces vives autour du développement. Séance d'échange entre le chef de l'État et les partenaires sociaux. Le gouvernement débloque 15 milliards de francs CFA pour éponger la dette des travailleurs. Soleil levant à présent, dialogue gouvernement, partenaires sociaux, Patrice Talon, la diplomatie au service d'une noble cause. Après avoir payé 87 milliards de francs CFA de dettes aux travailleurs depuis 2016, le gouvernement débloque encore 15 milliards de francs CFA avec effet immédiat. En prélude aux états généraux des forces vives de la commune d'Abomey-Calavi, de grandes résolutions issues
vue de la rencontre préparatoire. Le potentiel rencontre entre le chef de l'État et les syndicats Talon éponge 15 milliards de francs CFA d'arriérés destinés aux travailleurs. Le challenge apurement des dettes de l'État envers les travailleurs, un chèque de 15 milliards cash pour le bonheur des agents de l'État. Élection présidentielle de 2021 en République du Bénin, importante rencontre entre la Sénat et les députés mercredi prochain. L'autre quotidien, apurement des dettes salariales envers les agents de l'État, 15 milliards de francs CFA à payer dans l'immédiat. Nord-Sud quotidien, dette des travailleurs, les rappels payés sur le salaire du mois d'octobre. Bénin intelligent, fiabilité du fichier électoral national, le COSLEPI rassure vers la prorogation de la phase d'affichage. Les éclairages de l'honorable Chaou et de Jean-Claude Arouanvable, paiement des dettes envers les travailleurs du social avec effet immédiat, nous apprend Bénin intelligent. À la une maintenant de Le Matinal, composante 1 du projet SWID, 23 000 kits scolaires pour maintenir les filles à l'école. Rencontre au Palais de la Marina sur la situation des travailleurs. Langage de vérité entre Patrice Talon et les centrales syndicales. L'autre vision sur Week-end Matin, Claudine Prudencio se dévoile comme mère au foyer, un véritable exemple pour les jeunes femmes qui nourrissent des ambitions politiques. Participation de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021, l'annonce officielle prévue pour décembre prochain. Le Soleil Bénin Info pour finir, rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales, 15 milliards de francs CFA décaissés pour payer des arriérés, Talon et les travailleurs, le grand amour. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce lundi matin avec Fraternité donc qui revient sur cette rencontre du chef de l'État avec les centrales et confédérations syndicales vendredi dernier. Paiement de 15 milliards d'arriérés aux travailleurs. Fraternité parle donc de ouf de soulagement pour les agents de l'État. Voilà, et Fraternité qui va bien loin à travers une analyse signée Arnaud Doumaou, à lire en page 3 du quotidien Fraternité. Il faut aller au-delà donc de la polémique. Les travailleurs entreront sous peu en possession de leur dû. C'est à la suite de ces échanges que le chef de l'État a eu vendredi dernier avec les partenaires sociaux. Il en ressort qu'il leur sera payé une somme de 15 milliards de francs CFA pour couvrir donc les arriérés. C'est la principale information de ce matin, vous l'avez d'ailleurs constaté à travers la lecture des titres à la une des parutions de jour. À Siongbon-Kanye, à Siongbon lit pour nous la presse nationale. Vous aurez beaucoup plus de détails en fin d'émission à travers votre revue de presse. Ce sujet sera abordé tout à l'heure en plateau dans le forum de discussion avec Wahab Alikpara qui nous présentait à l'instant les unes du jour, et par la suite on va retrouver en plateau Herman Anyamboussou pour nos discussions du matin. Mais juste après, Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Il a participé à la rencontre du vendredi dernier au Palais de la Marina, aux côtés de ses pairs secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Il nous dira ce qui a été dit avec le chef de l'État. Restez donc en place. Tout de suite, le mini-journal, mais avant, les titres. Ingrid Day, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle en Guinée-Conakry. Les citoyens sont sortis massivement hier pour accomplir leur devoir civique sous le regard des forces de sécurité de la mission d'observation électorale dépêchée dans le pays par la CEDEAO. À suivre également cette célébration eucharistique organisée samedi dernier à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengou pour honorer la mémoire du général Mathieu Kérékou décédé il y a 5 ans. Parents et amis étaient au rendez-vous pour saluer l'âme de l'illustre disparu. Voilà les images à voir dans le mini-journal. La pause. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On quitte très rapidement les frontières béninoises pour nous rendre en Guinée-Conakry. Et là, nous allons vous faire vivre la présidentielle. C'était hier dimanche 18 octobre 2020. Les citoyens guinéens sont sortis, et ce massivement, et très tôt pour aller accomplir leur devoir civique. C'était sous le regard des forces de sécurité qui ont assuré donc la sécurité du scrutin. Un motif de satisfaction pour le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui appelle les candidats au respect de la volonté du peuple au soir donc de l'élection. Suivons ici le point qu'ils nous font Idrissou Boukari et Elvis Tonokouan, nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry. Pour la troisième fois depuis son indépendance en 1958, la Guinée-Conakry est soumise à une épreuve démocratique. C'est ce dimanche que le peuple guinéen est invité aux urnes pour élire son nouveau président pour les 5 prochaines années. 12 candidats au total sont en lice, dont le président sortant, candidat à sa propre succession. Dans les bureaux de vote sillonnés dans la ville de Conakry, les citoyens guinéens accomplissent leur devoir civique avec fierté. Bon, ce que j'ai senti, ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai pu voter dans la paisibilité. Il n'y a aucune anomalie pour le moment. Je suis très content pour ce vote parce qu'il y a eu le paiement. Je prie le bon Dieu pour que ça se termine dans les bonnes conditions. Et je lance un appel à tous les Guinéens d'accepter le résultat que la CENI vont donner. Nous sommes tous des Guinéens. Le pays nous appartient. Ce n'est pas les opposants qui nous appartiennent, c'est la Guinée qui nous appartient. S'il y a eu un problème dans ce pays, c'est tout le monde qui va s'en plonger. Donc nous ne souhaitons pas. En fait, on a bien voté et qu'on voit que tout est calme et la vote s'est passée dans les bonnes conditions. Vu que le vote s'est bien passé, j'espère juste que les résultats, après la proclamation des résultats, et aussi il y aura un calme total et aussi la paix en Guinée. Conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a apporté son assistance à la Guinée-Conakry après son implication dans le règlement de la crise préélectorale, son soutien technique et financier. L'organisation sous-régionale a déployé plus de 100 observateurs électoraux pour suivre le déroulement du scrutin et s'assurer de sa transparence. Déjà à 7 heures, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et sa délégation ont fait le tour de plusieurs centres de vote. À la fin, c'est un sentiment de satisfaction. Je pense que tous les assemblées de vote, le bureau de vote fonctionne. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Si les électeurs peuvent voter, participer, c'est très important pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et pour créer les conditions pour la stabilité, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable du pays. Ça, la CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, a fait un appui financier de $500 000 au processus électoral pour pouvoir éditer le matériel didactique, pour faire des formations des agents électoraux. Donc ça, c'est l'assistance financière de la CEDEAO. En dehors de ça, la CEDEAO a organisé plusieurs visioconférences avec les acteurs pour discuter avec eux de la crise qui était en cours dans ce pays, avant de déployer des observateurs, 100 observateurs à court terme, 16 observateurs à long terme qui séjournent dans le pays pour une vingtaine de jours et afin de suivre le processus en détail. Et nous sommes déployés sur toute l'étendue du territoire, dans les 9 régions de la Guinée, et même en Zérekoré. Et la CEDEAO est la seule mission
qu'il y a une équipe actuellement en Zéro Corée en dehors de l'observation nationale. Le Parlement de la CEDEAO fait partie de cette mission d'observation électorale, de riches expériences politiques à mettre à la disposition de la Guinée-Conakry pour améliorer sa gouvernance électorale et renforcer sa démocratie. À 18h. On a fait l'ouverture ici. Est-ce que c'est la Vous avez eu un peu de monde? Assez de monde parce que le premier déjà est plein. On a eu 5 de ça. Ça nous reste 1. Ça reste 500. Donc ça reste 1 et demi. La Guinée-Conakry n'a jamais connu une alternance démocratique, rupture ou continuité. 5 410 089 électeurs ont le pouvoir de trancher. La volonté du peuple sera dévoilée dans les jours à venir. Et voilà, c'était le point à nous faire par nos envoyés spéciaux Iris Boukari et Louis Tonouko qui séjournent en ce moment en Guinée-Conakry. Et après leur périple dans les bureaux de vote, le chef de la mission d'observation des élections, le secrétaire permanent des commissions électorales de la CEDEAO sont allés visiter la salle de veille électorale de Wanep, Guinée. Ingrid Day. Oui, Christian, ils ont également visité la chambre de traitement d'incidents critiques de la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. Il s'agit là des structures qui travaillent pour la transparence des élections en Guinée-Conakry. Suivons leurs impressions au terme de cette visite. Je pense que la société civile joue bien son rôle puisqu'ils ont mis sur pied une case de veille que nous avons visitée, qui est composé de plusieurs observateurs qui prennent des renseignements sur des ordinateurs. Et il y a même une cellule politique qui analyse les informations avant de sortir une déclaration. Donc je pense que la société civile s'est bien organisée pour couvrir largement cet événement, qui est un événement historique pour la Guinée. Donc moi je les félicite et nous souhaitons tous que le déroulement de le scrutin se passe très bien et qu'à la fin le meilleur gagne et que la paix revienne dans ce pays et la paix soit dans ce pays. Je suis très bien impressionné. Et ils font un grand travail. Et je pense qu'il y a un niveau d'organisation très élevé. Et c'est une contribution extraordinaire pour la transparence de processus électoral. Et je pense que la société civile est bien organisée et constitue un instrument très important pour le renforcement de l'état de droit, renforcement de la démocratie et dans le cadre de la démocratie bonne gouvernance, c'est une contribution que nous devons valoriser et nous devons socialiser pour que l'autre pays peuvent voir l'expérience qui existe ici et qui démontre la participation de la société civile. Dans le cadre du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, il y a les orientations pour stimuler, pour renforcer la participation de la société civile. Et même la CEDEAO soutenu beaucoup d'organisations de la société civile pour participer dans les processus électoraux. Et dans ce cas-là, je pense que nous faisons notre travail. Il y a une bonne coopération entre les observateurs de CEDEAO et les observateurs de la société civile. Retour au pays pour parler de la rencontre du chef de l'État avec les représentants des confédérations décentrales syndicales vendredi dernier. Plusieurs sujets, dont celui relatif aux revendications des partenaires sociaux, étaient au cœur de la rencontre. À Siongbon nous apprend aussi qu'au cours des échanges, le président Patrice Talon a ordonné un déblocage de 15 millions de francs
15 milliards de francs CFA pour régler des dettes dues aux travailleurs. Les partenaires sociaux repartent du palais de la Marina, la joie au cœur. Les échanges avec le chef de l'État, Patrice Talon, le 16 octobre a permis le déblocage avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA. Une assurance que leur a donnée le président de la République. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches, ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances, et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Les 15 milliards découlent de divers engagements pris avant 2016 et non encore payés jusqu'ici. Il s'agit des arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Une nouvelle appréciée des 7 secrétaires généraux de syndicats au vu des efforts du gouvernement. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement. Et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. Le président de la République n'a pas manqué de féliciter les partenaires sociaux. Il n'a pas oublié non plus les Béninois pour tout ce qu'ils font comme effort. Occasion pour lui de rassurer tout le monde sur la santé financière du pays. Je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyen. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Sur un total de 94 milliards de francs CFA de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé 52 milliards. De même, pour 49 milliards dus aux retraités, 26,7 ont été payés. À cela s'ajoutent 6,9 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de primes de risque. Nous allons rester avec le chef de l'État qui a reçu en audience le maire de la commune de Porto-Novo. Il est allé rendre compte d'une mission que le président Patrice Talon lui avait confiée. Suivons. Nous avons conduit une délégation pour rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été assignée. En réalité, il faut reconnaître que dans le cadre des travaux en cours à Porto-Novo, certaines entreprises ont été confrontées à quelques difficultés et qui ont nécessité l'intervention des dignitaires des religions endogènes. Et dans un premier temps, le chef de l'État nous avait reçus et nous avait donné des instructions. Ces instructions ont été exécutées et nous sommes venus rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été confiée. Nous saisissons également cette occasion pour remercier la population de Porto-Novo, remercier les usagers des différents marchés
et remercier aussi les groupes organisés de la ville pour leur soutien dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Et nous tenons par la même occasion à les rassurer que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être de chacun de nous, c'est pour le développement de la ville et que nous avons l'impérieux devoir d'accompagner le président de la République dans sa volonté de développer Port-Novo. Autre pan de l'actualité, exactement 5 ans que Mathieu Kérékou a quitté ce monde pour le repos éternel. Ses proches se souviennent une fois encore de lui à travers une célébration eucharistique organisée samedi dernier en sa mémoire. C'était à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengou. Abdul Sabi Idrissou nous fait le point. Cette célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengou est dédiée au feu général Mathieu Kérékou, rappelé à Dieu le 14 octobre 2015. 5 ans après la disparition du père de la démocratie béninoise, autorités politico-administratives, alliés et amis de l'illustre disparu se joignent à la famille éplorée pour prier ensemble pour le repos éternel de son âme. Dans son homélie du jour, le Père célébrant va tout d'abord procéder à la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, puis l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Frères et sœurs, chers amis, demander des messes pour nos défunts, c'est les confier à la miséricorde de Dieu manifestée dans l'Eucharistie qui actualise et perpétue la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'espérance en la naissance au ciel de celui qui nous a quittés il y a 5 ans, qui nous réunit aujourd'hui dans une commune prière pour lui et avec lui. De son vivant, le général Mathieu Kérékou a prôné des valeurs cardinales qui, selon le curé de cette paroisse cathédrale, doivent être perpétuées pour le salut du Bénin. Si la mort l'a fait disparaître à nos yeux, les valeurs qu'il a incarnées, elles, doivent continuer de nous habiter. Nous n'oublions pas que ce fut un homme dont la grandeur d'âme résidait dans sa droiture, sa simplicité, son humilité et son amour indéfectible pour sa patrie, le Bénin. Passé l'étape du requiem, cap sur le mausolée du général Mathieu Kérékou, situé au quartier d'Assakaté dans le 2e arrondissement. Ici, hommes de Dieu, autorités politico-administratives et membres de la famille éplorée se sont inclinés devant la mémoire de l'ancien président du Bénin. Sachez que pour nous, ces enfants, nos premières pensées vont avec déférence à son endroit. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous soutenir et pour prier pour notre feu Père afin qu'il repose en paix. La célébration des 5 ans du décès du général président a pris fin par ce rituel des morts, caractéristique du milieu Wao, marqué par ces tambours sacrés qui ont cadencé ces pas de danse traditionnels des fils du défunt venus une fois encore saluer la mémoire de leur défunt père. Suivons à présent les avis de quelques personnalités à la fin de la célébration. Je voudrais, au nom du chef de l'État, qui me demande de m'incliner devant la mémoire de l'homme, l'homme qui a fait que le Bénin est connu à travers le monde en tant que modèle de démocratie. L'homme, dans sa simplicité, me demande de vous transmettre ces salutations qui s'inclinent devant la mémoire de l'homme qui, de son vivant, a toujours respecté les institutions de la République,
les institutions de la République qu'il a toujours respectées, qui nous servent aujourd'hui de base pour la bonne gouvernance. Je voudrais vous dire que le chef de l'État, il est de cœur avec nous. Le président Yahya Boni voudrait témoigner et rappeler que le président Kérékou était un homme bon, foncièrement honnête et très amoureux de son peuple. Là où vous êtes aujourd'hui, mon président, aidez ce peuple à retrouver la paix. Il y a la paix, mais nous en avons besoin encore. Grâce à lui, le peuple béninois réclame aujourd'hui beaucoup de choses parce que Kérékou, c'est le modèle d'homme d'État. Grâce à vous, Kérékou, le Bénin entier a reconnu en l'homme de la Takora, a reconnu au Somba que nous sommes des valeurs cardinales que vous avez enseignées au reste du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de réclamer ce patrimoine. Soyons fiers, mes chers frères, malgré notre situation. Kérékou, nous l'avons connu président. Kérékou, nous l'avons connu ancien président. 2 fois de suite. Et à chaque fois, il a laissé des leçons. Il a laissé des leçons aux Béninois. Il a laissé des leçons à nous, ses fils. La leçon la plus banale, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est le respect des institutions de la République. C'est le respect des chefs. Papa, général, priez pour nous. Priez pour vos enfants. Que nous ayons les moyens et les occasions de faire de ce centre un centre national, un centre international de recueillement. On passe à un autre anniversaire. Il s'agit de la noce de porcelaine du lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou. L'événement a été marqué du 14 au 16 octobre à travers diverses manifestations. C'était en présence des autorités politico-administratives et militaires. Reportage. Une messe d'action de grâce après cette caravane des filles du lycée militaire de Nati Tengou vers le mausolée du général Mathieu Kérékou. Voilà qui lance officiellement ici, dans la cité de Nanto, les manifestations marquant les noces de porcelaine de la création du lycée, couplées avec les 5 ans de décès du camarade de lutte, ancien président du Bénin, fils de la Takora. Des manifestations qui ont connu vendredi la présence du chef d'état-major général, le contre-amiral Jean-Baptiste Haro. Au cours d'une cérémonie fort simple, initiée par les anciennes enfants de troupe, les regards étaient tournés vers ce grand lieu de savoir et de formation 20 ans après sa création. Cette école est notre maison mère. Elle aura permis à chacune d'entre nous d'acquérir des valeurs de patriotisme, d'intégrité, de probité, de leadership pour un mieux-être au sein de la société. C'est une fierté pour nous de dire aujourd'hui, sans fausse modestie, que nous avons passé avec brio cette étape pour avoir fréquenté cette école d'excellence, que nous voulions plus prestigieuse avec le temps. Vive émotion pour nous d'y revenir après tant d'années. 20 années de travail inlassable pour faire de ces jeunes filles des leaders de demain. Voilà pourquoi, tout en honorant la mémoire de l'initiateur de ce lycée, les différentes autorités militaires ont exhorté les pensionnaires à l'excellence. Il y a 20 ans se concrétisait une vision. Il y a 20 ans que le lycée militaire de jeunes filles Mathieu Kérékou ouvrait ses portes
à la toute première promotion d'enfants de troupe filles. Le lycée a grandi. Grande est ma joie en ce jour de me tenir devant vous dans ce prestigieux cadre de formation pour vous dire, 20 ans après, que les fruits semblent porter les prouesses des fleurs. En effet, le lycée s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs collèges d'enseignement secondaire du Bénin. À vous. Un souci apparemment avec cet élément, nous poursuivons ce bulletin d'information. Le complexe scolaire universitaire Clé de la réussite vient de livrer sur le marché de l'emploi nombre de ses apprenants en fin de formation. Il s'agit des transitaires et secrétaires, un parchemin reçu au bout de plusieurs mois de formation théorique, ponctué par des stages pratiques au sein des entreprises de la place. Nassis Salosé. Des instants festifs pour ouvrir les portes du marché de l'emploi à ces étudiants en fin de formation en transit et secrétariat ici, au complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite. Au complexe Clé de la réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en secrétariat et transit. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre le marché et la formation technique. La formation est faite de plusieurs mois de cours théoriques, ponctués par 3 mois de stage pratique au sein des entreprises. Le tout couronné aujourd'hui par ce parchemin. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitive sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe Clé de la réussite du professeur Omer D. Adanrédian, ici présent, s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'étudiants, pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la réussite pour octroyer à vos enfants la clé d'un avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. L'enseignant a enfin loué la conscience élevée de ses apprenants et leur assiduité au travail tout au long de leur cursus, ce qui fait d'eux des doués en aptitude professionnelle et prêts à servir aux besoins sera. Moi, je suis congolaise. La formation était bonne, les cours se passaient bien, on a fait aussi les stages. Qui se passaient bien, les cours déroulaient comme le professeur était là tout le temps, il nous manquait pas au cours, il était là tout le temps aussi. Pour nous, c'est une bonne formation quand même. Et j'exhorte à tous mes camarades d'y participer. Ils partent ainsi aguerris et restent de sérieux candidats à l'emploi grâce à la qualité de la formation reçue ici. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler qu'au complexe Clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence et nous luttons efficacement contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Cette cérémonie festive a été agrémentée par le légendaire groupe culturel Super Ange Mouedonaboua. Clé de la réussite, c'est déjà plus de 15 ans au service du système éducatif béninois, avec des sites implantés dans l'Atlantique et le littoral et qui vont s'étendre bientôt vers d'autres régions du pays. Pour cette année académique 2020-2021, l'ambition est encore nourrie de tenir le flambeau de l'excellence à l'issue des examens nationaux comme c'est de coutume. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Actu Matin. Merci à vous Ingrid, très bonne journée. Du lundi, on retrouvera la rédaction de Canal 3 tout à l'heure quand il sonnera 13h. Ce sera la grande édition de la mi-journée avec Zakiat Latunji à la présentation. Restez
sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit. Des rendez-vous à prendre ce matin. L'invité du jour, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, Apollinaire Afewe, avec lui on parlera de la situation des travailleurs. On reviendra bien évidemment sur la rencontre que le chef de l'État a eue vendredi dernier avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, où il est annoncé le paiement de 15 milliards de francs CFA d'arriérés aux travailleurs. Comment les syndicalistes ont-ils accueilli la nouvelle? Eh bien, nous lui poserons la question. Et en plateau, nous aurons les avis des débatteurs qui s'installent d'ailleurs déjà, Herman Anyamboussou et Wahab Alikwara. Nous aurons donc deux sujets à aborder ce matin. La rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables syndicaux vendredi dernier. Et puis on dira un mot sur la présidentielle en Guinée-Conakry. Bien avant, on vous laisse vous installer correctement, le temps de passer à la pub. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, c'est à vous que nous allons dire bonjour, Herman Aliamboussou. Bonjour, Christian Dalijan. Bonjour. Merci. Voilà, accompagné de Wahab Alikwara qui nous a présenté la une des journaux. Oui, l'actualité ce matin est marquée par ces échanges vendredi dernier entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Par la suite, les travailleurs s'en sortent avec 15 milliards de francs CFA à payer avec effet immédiat. On sent que le mois d'octobre, la fin du mois d'octobre sera véritablement très très heureuse pour les travailleurs, Herman Anyamboussou. Oui, au dire des secrétaires généraux des confédérations syndicales qui ont rencontré le chef de l'État, je crois vendredi dernier ou jeudi dernier, je ne me rappelle pas, c'était vendredi. Je pense que, oui, pour ceux dont les salaires ne sont pas encore traités, ils pourront bénéficier de ces avancements. Mais pour ceux dont les salaires ont déjà été traités, je pense qu'ils devront attendre fin novembre pour pouvoir entrer en possession de ce qui leur est dû par l'État béninois. Et quand on cherche un peu à comprendre le fond de ce qu'on appelle dette envers les travailleurs, c'est les reclassements, c'est les avancements, c'est les promotions. Et donc, c'est des actes qui ont été pris avant 2016, nous a-t-on dit, et qui, en temps normal, devraient produire quelques effets, devraient produire quelques
des effets financiers sur les salaires des fonctionnaires et autres agents. Et donc, qu'aujourd'hui Patrice Talon en vienne à nous donner le point de ce qui a été fait déjà et ce qui va être fait encore, les 15 milliards annoncés, je pense que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur public, je précise, pour les travailleurs du secteur public. Voilà, le point, vous l'avez dit tantôt, on va rappeler très rapidement ce point, ça fait 94 milliards de francs CFA de dette envers l'ensemble des travailleurs. Le gouvernement a déjà payé 52 milliards de francs CFA et pour les retraités, la dette fait 49 milliards de francs et 26,7 milliards ont été payés. À cela s'ajoute une somme de 6,9 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de santé et 1 milliard de primes de risque. Alors, ça fait au total 73 milliards de dettes, 87 milliards qui sont payés à la date d'aujourd'hui, Wahab Ali Para, de 2016 à 2020. Et maintenant qu'on annonce 15 milliards de francs CFA, c'est-à-dire donc que le gros lot va au profit des travailleurs béninois. Oui, le gros lot les agents de l'État. Oui, les agents de l'État. Il faut vraiment préciser parce que là, ça nous met dans une position où on est quelque peu en voie de jalouser, n'est-ce pas, les travailleurs de la fonction publique. Avant tout développement, il faudrait qu'on puisse également penser aux agents de service, aux agents, n'est-ce pas, du privé. Ce n'était qu'une de l'informel. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ose croire n'est pas tombée dans les oreilles dessous. Cependant, c'est un travail remarquable qui a été fait parce que quand il s'agit des travailleurs, n'est-ce pas, il s'agit bien entendu des partenaires sociaux, il s'agit donc des contribuables à la caisse de l'État envers qui il faut se montrer bien regardant. Et je pense que le gouvernement de la rupture fait du mieux qu'il peut. On a annoncé des chiffres qui saoulent en quelque sorte, c'est-à-dire pour des travailleurs qui ont droit, n'est-ce pas, à leur salaire, qui ont droit à des primes, à des effets, n'est-ce pas, relatifs donc aux avancements, aux grades et autres, et que depuis des années, n'est-ce pas, ils se réveillent chaque matin avec les charges qu'ils ont dans leur ménage et ne touchent et ne perçoivent pas. Cela, ça pose un véritable problème. Donc, le gouvernement de la rupture se réveille encore une fois, puisqu'il y avait eu déjà des réveils dans le lot. On nous a annoncé qu'on payait progressivement c'est sous-là pour les agents de l'État. Alors, on décaisse cette fois-ci 15 milliards de francs CFA, qui n'est pas négligeable. C'est une bonne nouvelle donc pour les travailleurs de l'État. C'est de souhaiter que cela puisse évoluer. Maintenant, quand on entend sur les réseaux sociaux d'autres se lever, n'est-ce pas, pour en quelque sorte mettre au monde une polémique. Justement, on va en parler. C'est le second sujet que nous avons. On va scéner le sujet en deux. Oui, moi, je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau. Et Dieu merci, n'est-ce pas, pour les travailleurs, le problème ne se pose pas en termes de polémique ou pas, comment dire, qui est responsable de ces dettes, qui a créé ces dettes et autres. Je pense que pour les travailleurs, c'est de savoir, oui, l'État, puisque c'est une continuité, il faut le reconnaître, l'État nous doit tel montant, n'est-ce pas, et qu'il s'engage, quel que soit celui qui est à la tête de cet État, n'est-ce pas, il s'engage à nous payer progressivement. Et dès lors que le moment de payer arrive, n'est-ce pas, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Et une fois que le chef de l'État a annoncé le décaissement immédiat, c'est même ça qui a, comment dire, qui a l'effet positif sur les travailleurs. Décaissement immédiat, il a dit d'ici la fin du mois. Ça veut dire quoi? Qu'on aura un travail sérieux qui va se faire au niveau du ministère de l'économie et des finances, de manière à ce que, n'est-ce pas, sur le salaire du mois d'octobre, l'incidence sur les salaires. Mais comment se fait-il, Herman Anyamboussou, que l'État ait autant de dettes envers ses travailleurs? L'État est une continuité. Et donc, c'est dire que les actes pris par un chef d'État engage forcément celui qui lui succède. Celui qui hérite de son de sorte que, vous vous rappelez, les tout derniers conseils des ministres organisés sous le régime de Boni Yayi avaient consacré certains actes. Je me rappelle encore cet acte qui a levé des directeurs de cabinet à certains grades et qui leur conférait des avantages et tout, lesquels sont mécontents aujourd'hui pour n'avoir pas bénéficié de ces avantages. Parce que le gouvernement de la rupture, quand il est venu, il a dit attention, si c'est pour
pour me rendre, c'est pas le pays est gouvernable, je préfère d'abord faire un bas sur ces différentes mesures et attendre de voir la faisabilité. Donc je crois que, et même quand vous voyez un peu le compte rendu qui a été fait, on dit qu'il y a déjà des dettes qui ont été épongées. Et peut-être que je mets ça sous le coup de la normocommunication qui n'a pas suffisamment, qui nous a pas suffisamment dit ce qui est fait. Parce que justement, rappelez-vous, quand on a interdit ou quand on a recadré le droit de grève, on s'est dit, bon, c'est une manière pour le gouvernement d'empêcher les travailleurs de pouvoir se manifester et revendiquer leur droit. Mais il se fait que dans l'ombre, il se fait des choses sans qu'on ait obligatoirement besoin d'aller battre le macadam ou de porter des bottes de paracou pour Cotonou. Et donc, je pense que ce qui se fait, ça doit pouvoir être rendu public. Ce qui est là, c'est des dettes qui étaient déjà contractées avant la rupture et qui sont épongées. Wahab est revenu sur cette polémique. Je pense que la polémique n'a pas sa raison d'être parce que ce que les travailleurs veulent, c'est comment on fait pour que à la fin du mois, ils puissent avoir les avantages dus à leur reclassement, les avantages dus à leur promotion, les avantages dus à leurs différents grades. Et bon, il a fait un clin d'œil à l'endroit du secteur privé et du secteur informel, lesquels contribuent aussi à ce que les travailleurs aujourd'hui du secteur public puissent obtenir ces différents avantages. Qu'est-ce que vous auriez souhaité lorsque vous mettez l'accent sur le secteur privé? L'État que doit faire l'État à l'endroit du secteur privé? L'accompagner comment? Alors, en payant cette dette également, parce qu'on sait qu'il y a des contrats entre le public et le privé. Non, je pense que pour le privé, par exemple, pendant qu'on portait certaines aides à plusieurs milliards, par exemple, quand je prends le cas de la presse, l'aide de l'État à la presse privée, on ne sait pas ce que c'est devenu. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça a été revu en tenant compte des nouveaux dispositifs? Quand on prend par exemple la presse écrite, par exemple, qui doit acheter des intrants, est-ce que à ce niveau, l'État les aide également à pouvoir tenir un peu ces différentes charges? Je pense qu'il y a beaucoup d'activités. Les entreprises privées, par exemple, qui doivent utiliser l'énergie électrique, est-ce que l'État pense à ces entreprises-là en termes de, oui, on essaie de leur alléger un peu la tâche pour qu'ils puissent... C'est vrai que l'État fait des efforts, je veux parler de ce programme d'insertion de l'emploi dans l'emploi des jeunes, mais bon, toujours est-il que dans tous ces secteurs, aussi bien ceux qui vendent le paillot aussi, que l'État voudrait aider à entrer dans le secteur formel pour essayer de formaliser tout ça là. Mais tout ça, je pense que ça demande des mesures quand même que le gouvernement doit prendre pour montrer qu'effectivement, tout le monde est concerné par l'appui financier. Oui, Wahabali Para. Non, Herman a déjà dit l'essentiel, c'est vrai, chacun prêche pour sa paroisse. Justement, parce qu'il a mis l'accent sur reconnaître l'aide de la paroisse. Il n'y a pas d'Eucharistie pour le moment. D'Eucharistie pour le moment, ça pose un véritable problème, n'est-ce pas? C'est l'aide de l'État, n'est-ce pas, à la presse, notamment à la presse privée. Qu'est-ce que cela est devenu? Est-ce qu'on a revu peut-être la fourchette en tenant compte des réalités du moment? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Je pense qu'il y a des mécanismes qu'on peut trouver au niveau du ministère de l'économie et des finances, n'est-ce pas, pour soulager un tant soit peu les travailleurs du monde privé, n'est-ce pas, de même que les gens de l'informel. Il s'agit de trouver le mécanisme qu'il faut à recadrer en recadrant les choses pour qu'on en arrive à ce que tout le monde soit soulagé. Parce que, comme vous l'avez souligné, Herman Anyambosu l'a dit également, et travailleurs du public, du privé et de l'informel contribuent de chacun à sa manière et donc en fonction de son énergie, n'est-ce pas, à l'assiette de l'État. Donc, il faut voir, lorsqu'il s'agit de soulager les partenaires sociaux, de puiser donc, dans cette assiette-là pour que le soulagement arrive à bon port. Et vous avez dû comprendre que le chef de l'État aussi, dans son mot, il a félicité le peuple béninois. Parce que quand on prend un peu le nombre de travailleurs du secteur public, ça ne fait pas la moitié de la population béninoise. Non, pas du tout, c'est trop. Et pourtant, n'oubliez pas le contexte dans lequel nous sommes, la Covid-19, la fermeture de la frontière avec le Nigeria, beaucoup d'autres éléments. Et donc, malgré ça, ça veut dire que l'économie béninoise tient bon. Et le chef de l'État a bien fait de nous rappeler que le contexte fait aujourd'hui que le Bénin a une économie de plus en plus solide. Ça veut dire qu'une prime doit être accordée à ces douaniers, par exemple, qui font des efforts pour en renflouer les caisses de l'État. Et donc, je pense que tous ces acteurs mis l'un à côté de l'autre contribuent à faire ce qu'il faut faire. Et donc, les travailleurs, c'est vrai, ils sont aujourd'hui des spectateurs joyeux. Il faut rétribuer la richesse pour que ça atteigne. Et quand on les a appelés à la présidence, pour moi, je m'attendais à ce que le chef de l'État revienne sur les questions de 30 heures, qu'il leur dise, bon voilà, j'ai réfléchi, voici ce que j'ai arrêté définitivement. Mais ce qui fait qu'à ce niveau également, quand vous écoutez un peu ce qui a été dit, c'est vrai que la santé est sur les 15 milliards. Et il paraîtrait que le chef de l'État leur a fait part des réalités sur le terrain. En réalité, sur le terrain, on a constaté que
En fait, de 30 heures, il n'était pas question parce que les gens n'arrivaient même pas à boucler 24 heures, 25 heures. Donc, il leur a promis que c'est au prorata des besoins sur le terrain que les moins de 30 heures seront attribués. Je pense que en tout cas, nous allons recevoir un syndicaliste tout à l'heure. Il s'agit du secrétaire général de l'UNSTB qui reviendra sur l'essentiel de ce qui a été dit au palais de la présidence vendredi dernier. Dans vos propos liminaires, on l'a senti, vous l'avez abordé en flash, on va y revenir maintenant beaucoup plus en détail. Est-ce que vous comprenez cette polémique autour de la dette de l'État envers les travailleurs? Nous avons vu une publication du chef de l'État, Patrice Talon, sur sa page Facebook, c'était samedi dernier, et dans la soirée, une réponse, un peu comme une réponse de l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, et la polémique s'est enflammée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez alors ce débat autour de cette dette? La dette existe-t-elle véritablement? Est-ce que les sommes annoncées ont-elles été payées aux travailleurs? C'est autour de cela, en principe et en réalité, que nous devrons nous attarder, n'est-ce pas? Oui, de toutes les façons, qui est responsable de la dette, pour moi, encore une fois, n'est pas la priorité. C'est d'abord de reconnaître qu'il y a dette et que les travailleurs reconnaissent on dit qu'il n'y a pas dette. Que l'État le doit, n'est-ce pas? Et que cet État s'engage à les payer. C'est vrai, cette guerre des données, moi, je ne voudrais même pas qu'on accompagne cette polémique parce que c'est d'une manière ou d'une autre la presse qui accompagne la polémique et elle s'enfle davantage. L'État doit aux travailleurs. Et c'est connu. Je ne pense pas que les syndicalistes sont allés à la présidence de la République pour aller prendre, c'est vrai, ils n'ont pas réclamé de manière préemptoire, n'est-ce pas, pour aller prendre 15 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, des mains du président de la République gratuitement. Je pense que c'est l'énergie déployée pendant des années, durant des années, par les travailleurs, que l'État s'engage à payer une portion. C'est la reconnaissance des efforts des travailleurs que l'État central, n'est-ce pas, de payer aux travailleurs à travers les 15 milliards. Maintenant, qui est à la base de ces dettes et autres? Moi, je voudrais pas le débat ne se pose pas en se poser à ce niveau. De toutes les façons, on reconnaît que l'État, n'est-ce pas, est une continuité. Et que ce même État qui est en bonne santé, n'est-ce pas, a réfléchi à soulager les travailleurs. D'abord, les 15 milliards de francs CFA, ce n'est pas la totalité de la dette que l'État, n'est-ce pas, envers les travailleurs qui est payée. Ce n'est qu'une partie. Absolument. Et on n'a pas dit que, bon, on vous paye 15 milliards, oubliez le reste. Donc, dans les 15 milliards, ça prendra en compte les questions d'avancement, les arriérés sur salaire, je crois, les primes pour certains agents selon les catégories et autres. Donc, qu'on ne se balance plus dans des questions de polémique où X souhaite une polémique. Maintenant, des débats contradictoires et autres. Maintenant, pour Boni Yayi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui dit ce n'est pas à son tour, c'est un peu comme si il veut qu'on le ramène peut-être au pouvoir pour lui dire donnez-moi le temps comme je dois aux travailleurs, je vais les rembourser. Non, l'État est une continuité. Il faut qu'on se mette cela dans la tête et autres. Et on avait senti personne, n'est-ce pas, se lever en son temps au moment où il y avait la dette de l'État envers les travailleurs pour faire le combat de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui ce combat a porté ses fruits et c'est au mérite de X et Y qui en son temps avaient fait le travail. Justement, ça a toujours fait l'objet de revendications de la part des travailleurs. S'il y a eu beaucoup de mouvements de grève, ça fait partie de cela. Les arriérés que les travailleurs ont tout le temps réclamés. Et finalement, on est d'accord que quelque part, il existe alors une dette qu'on est en train de payer aujourd'hui. Est-ce qu'on doit toujours continuer à vouloir tout le temps se justifier, Herman Parfait à Niambossou, sur l'existence ou non de telle ou telle chose? Je pense que vous avez bien fait en début de votre émission et dans le journal de faire ce petit clin d'œil au général Mathieu Kérékou, paix à son âme, l'homme qui a laissé le pouvoir en 2006 à Boni Yayi, et au lendemain duquel une polémique a enflé sur ce qu'il avait laissé dans les caisses en partant. On nous avait dit en ce moment qu'il avait laissé 200 millions dans les caisses de l'État. Quand il partait, l'homme n'a pas cru devoir réagir. Il est resté calme dans son coin, l'État étant une continuité, et il a laissé faire. Aujourd'hui, que Patrice Talon vienne à dire qu'aujourd'hui qu'il y a des dettes qui ont été accumulées avant son arrivée au pouvoir et qu'il est prêt à les payer, avec qu'il a commencé déjà par éponger ses dettes, et qu'aujourd'hui il donne encore 15 milliards, et que ça fasse réveiller un ancien président, je ne sais pas si en prenant les actes dans la période, donc courant début 2016, si en prenant ces actes-là, je ne sais pas si Boni Yayi, l'ancien président, ne savait pas que c'était des dettes vis-à-vis de l'État.
c'était des dettes que les travailleurs avaient. Ou alors que l'État avait vis-à-vis de ses employés. Donc aujourd'hui, Patrice Talon décide de payer ses dettes. Pour moi, Wahab, c'est vrai, n'a pas voulu qu'on parle de qui a contracté les dettes. C'est le gouvernement qui a contracté les dettes. L'État est en continuité. Le gouvernement de la rupture a continué à payer les dettes. Et donc ça se poursuit. Pour moi, il n'y a pas de polémique autour. On a pris des engagements vis-à-vis des travailleurs, lesquels sont épongés. Et où se trouve la polémique? Pour moi, qu'on laisse la polémique de côté et qu'on savoure plutôt la victoire des travailleurs. Il n'y a pas de polémique à mettre au monde, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'énergie déployée par les travailleurs. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un don. Sinon, c'est un peu comme si la dette n'existait pas. C'est-à-dire, Patrice Talon ne reconnaît pas la dette, Boni Yayi vient dire qu'elle ne reconnaît pas la dette, alors que les travailleurs disent que l'État les doit. Maintenant, l'État, là, concrètement, c'est qui est à la tête de l'État pour que les travailleurs soient soulagés finalement. C'est un peu comme si on a appelé les travailleurs, encore une fois, n'est-ce pas, pour leur dire, bon, prenez 15 milliards de francs, c'est pas, et que eux aussi, voleurs, acceptent gentiment donc ça pose un véritable problème. Encore une fois, Christian Dandeja, il n'y a pas de polémique autour. Il s'agit d'une dette de l'État. On n'a pas dit une dette de Boni Yayi. C'est même ça qui est gênant. Je ne sais pas pourquoi on sort de nulle part pour venir réclamer. On n'a pas dit dette de Boni Yayi. On n'a pas dit dette de Patrice Talon. Parfois, il faut apporter des explications sur un certain nombre de faits. C'est la dette de l'État et c'est l'État qui est en train de rembourser cette dette, n'est-ce pas, aux travailleurs qui ont droit. Ce n'est même pas la totalité. Je crois que les travailleurs aujourd'hui sont heureux avec les 15 milliards de francs CFA. Ils le seront davantage si la totalité des dettes, n'est-ce pas, la totalité de la dette est épongée. Voilà. On va parler de la présidence en Guinée-Conakry. A-t-on dit qu'il y a eu plus de peur que de mal, Herman Parfait Anyamboussou? Plus de peur que de mal, c'est trop tôt d'affirmer pareil propos, vu que déjà, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote et donc quelques heures après les dépouillements, déjà il y a que dans chaque camp, on revendique déjà la victoire. L'opposition réclame la victoire. Le gouvernement qui se dit serait également, le chef d'État qui veut briguer un troisième mandat, Alpha Condé, se dit également serein. Son état-major croit savoir que la victoire est de son côté. Et justement, ce qui va un peu déranger, c'est quand, dans chaque camp, on estime que c'est un premier tour qui doit être KO. Ça veut dire que l'opposition dit, à l'issue de la proclamation des résultats par la commission, nous estimons que c'est le candidat qui a gagné les élections et ce sera KO. Donc je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge en Guinée. C'est vrai qu'il y a eu des incidents isolés, quelques 5 millions 500 000 Guinéens appelés aux urnes. Dans plusieurs localités, on nous a dit que des gens ont été chassés des bureaux de vote afin qu'on puisse aller vers le bourrage des urnes. Je pense qu'il faut gérer cette situation avec parcimonie et en ayant en l'idée que le chef d'État qui doit venir, ou que ce soit celui qui est là maintenant ou un autre, qu'il travaille à unir davantage les Guinéens. Voilà, oui, Wahab Ali Para. Les lendemains de vote, c'est souvent cela qui pose problème dans certains pays africains. Et le cas de la Guinée avec la tension qui prévalait depuis l'annonce de la candidature du chef de l'État sortant pour un troisième mandat. Aujourd'hui, quand on voit un peu le déroulement du scrutin avec des incidents isolés par endroits, mais lorsqu'on écoute les observateurs électoraux de la commission de la CEDEAO, on se rend compte qu'en réalité, il y a rien de grave qui profite à l'horizon. Oui, la Guinée nous a surpris pour la journée d'hier dimanche. Maintenant, c'est de souhaiter que cette surprise se poursuit, qu'il n'y ait pas des conflits et des débordements post-électoraux, parce que la plupart du temps, c'est à l'annonce des résultats, c'est après l'exercice de vote, n'est-ce pas, qu'on se rend compte que les choses chamboulent. Surtout lorsque les gens revendiquent déjà la victoire. Déjà la victoire, alors que ce n'est pas le candidat lui-même qui est habilité à proclamer les résultats. Il y a une structure habilitée à le faire. Donc, il faut patienter que les résultats soient proclamés. Les missions d'observation de cette élection déployées sur le terrain dans leur majorité, n'est-ce pas, ont reconnu unanimement que tout s'est déroulé dans le meilleur des cas. On a annoncé
constaté des débordements par endroits, des mal-donnes par endroits. Pour ceux qui ont voté à l'étranger, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a une forte communauté de la Guinée en Côte d'Ivoire. Apparemment, le vote a même démarré à 10 heures parce que de petits soucis se sont posés. Donc, c'est de voir que tout s'est déroulé sans difficulté. Moi, je voudrais que la Guinée, n'est-ce pas, puisse davantage nous surprendre parce qu'il y a une particularité que la Guinée nous a démontré sur le terrain. Hormis, n'est-ce pas, le 3e mandat que brigue Alpha Condé à la suite donc de la révision des tests dans son pays, n'est-ce pas, il y a que le jour de vote, hier donc, on a vu le président Alpha Condé en blanc, n'est-ce pas, son opposant historique, Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas, en blanc, beaucoup de candidats sur les 12, n'est-ce pas, on a vu au moins près d'une demi-douzaine de ces candidats, n'est-ce pas, en blanc. Signe de pureté. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils ne veulent pas que ce blanc, n'est-ce pas, soit taché de sang. Si vraiment cette image-là peut se refléter pratiquement sur le reste du temps du processus, oui, ce serait une très bonne nouvelle de manière à ce qu'on puisse vraiment sortir grand. Je pense que c'est tout le continent qui sort grand. C'est vrai, on a contesté d'une manière ou d'une autre la 3e candidature de Alpha Condé à la présidentielle. Ce débat est déjà dépassé et les efforts ont été faits de manière à ce qu'on vienne aux élections. Il faut donc apprécier le résultat donc des urnes et que chacun puisse reconnaître ses limites. On a proclamé les résultats, c'est Alpha Condé peut-être qui sort vainqueur, que les autres candidats, n'est-ce pas, reconnaissent leur défaite, et si c'était l'autre voilà. Donc je pense que là où le peuple peut s'exprimer clairement et correctement, c'est aux urnes et l'exercice s'est déroulé hier. On attend de voir comment nous attendons les résultats. Oui, on a je pense qu'il y a 2 leçons à tirer de cette élection. Oui, première leçon, c'est la forte mobilisation. Les populations sont sorties massivement pour accomplir leur devoir civique. Mais en même temps, c'est comment on fait pour que les élections en Afrique ne puissent pas démarrer en temps de scie. Comment on fait parce que quand vous voyez dans d'autres pays, on dit les élections démarrent à 9h ou à 8h. 8h, effectivement, les bureaux de vote sont ouverts et tout le monde démarre. On sait qu'à 18h ou si c'est 9h, 10h de vote, on sait que c'est fini. Mais malheureusement, il se fait que dans ces différents pays-là, on fait tout pour que tout ne démarre jamais à l'heure. Maintenant, c'est le problème de faire une fixation sur le blanc que les acteurs politiques aiment porter pour montrer qu'ils aiment la paix, qu'ils aiment ce qu'ils veulent. Mais c'est encore eux qui, derrière, poussent les militants à descendre dans les rues et à faire tout ce qu'ils veulent comme pagaille. Je pense que si les gens ont vraiment en tête l'intérêt de leur pays, comme vous l'avez dit, ils doivent travailler à ce que ces différentes tensions, n'est-ce pas, quand on dit que quelqu'un est déclaré vainqueur, qu'on puisse l'accepter et surtout qu'on évite de proclamer les résultats alors même que les tests l'ont interdit. Voilà. Merci beaucoup à vous pour nos échanges plateau de ce matin. On va dire un grand merci également à nos envoyés spéciaux en séjour actuellement en Guinée-Conakry, Idriss Boukari et Elvis Tenoucoin qui nous envoie les images du déroulement du scrutin. Rabali Para, merci. On va revenir sur cette rencontre entre le chef de l'État et les partenaires sociaux avec ces 15 milliards qui sont annoncés pour être débloqués au profit donc des agents de l'État. Et en plateau ce matin, nous allons recevoir notre invité. Il est secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, Apollinaire Aféoui. C'est enfin prêt. Comme promis, le professeur émérite et coach Patrick Armand-Pognon, en partenariat avec ATQ MSA, vous offre à partir du 5 novembre 2020 la licence en génie commercial. Une formation en classe Telegram basée sur la vente et rien que la vente. Vous y retrouverez principalement pourquoi vendre, la vente sur les réseaux sociaux, les secrets du vendeur compétent et bien d'autres aspects de la vente et du vendeur. Diplôme à obtenir, licence en génie commercial. Durée de formation 26 jours. Infoline plus 229 61 05 06 85 plus 228 98 54 09 62. Avec le coach Pognon, devenez un génie de la vente. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. En invité plateau ce matin, Apollinaire Aféoué, bonjour. Oui, bonjour monsieur Adandédian. Voilà, bienvenue en plateau, je vous reçois en compagnie de Herman Parfait à Niambossou. Oui, vous êtes le secrétaire général de l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Vous avez pris part à la séance que le chef de l'État a eue vendredi dernier avec les organisations syndicales. Vous en êtes sorti satisfait? Alors, bonjour à nouveau, monsieur Adandédian. Bonjour, monsieur Niambossou. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Ils vous répondent. Par rapport à la rencontre avec le chef de l'État du vendredi dernier, je pense que c'était une rencontre d'information que le chef de l'État a bien voulu organiser à l'intention des travailleurs, des représentants des travailleurs que nous sommes. Et donc, à l'issue de cette rencontre, notre sentiment, comme le sentiment de tout créancier à qui on décide de payer la dette, ne peut être qu'un sentiment de satisfaction, mais mêlé à une bonne dose d'espérance, parce que c'est une annonce. C'est vrai que nous ne doutons pas de la parole du chef de l'État, mais il faut que d'abord les concernés puissent entrer en possession de ce qui est annoncé avant de parler de satisfaction, de joie. Et justement, il est dit que depuis plusieurs années déjà, l'État est en train de payer ses dettes vis-à-vis des travailleurs. Est-ce que vous confirmez qu'il y a ce paiement-là? En fait, il faut comprendre la genèse de cette rencontre d'information du chef de l'État. Et c'est au cours de la session de négociation actuellement en cours que nous avons abordé l'une des revendications relatives au paiement des arriérés, des rappels, n'est-ce pas, dus aux avancements et autres. Et à cette rencontre, le représentant du ministère des Finances a annoncé qu'une cagnotte d'1 milliard était consacrée chaque mois pour éponger les dettes de l'État vis-à-vis des travailleurs. Et donc, à l'issue de cette rencontre, les 6 confédérations qui évoluent en unité d'action ont saisi le ministre des Finances pour comprendre davantage les contours de ce milliard mensuel destiné à rembourser les arriérés. Et donc, à cette rencontre, les explications ont été données sur la manière dont ce milliard était payé chaque mois. Et nous avons fait des observations, des propositions. Et nous avons également abordé d'autres revendications des travailleurs, à savoir la question de l'augmentation du SMIC, la hiérarchisation des salaires, l'augmentation de la valeur du point indiciaire et autres. Et donc, c'est à la suite de cette rencontre, qu'à la rencontre du 8 octobre avec le chef de l'État par rapport à la question des 30 heures, nous sommes revenus encore une fois sur les revendications à incidence financière des travailleurs. Et c'est à la suite de tout ceci que le chef de l'État a convoqué la rencontre. Et donc, dire que les travailleurs bénéficiaires du remboursement ne pouvons pas nier. Nous ne pouvons pas non plus confirmer dans la mesure où le gouvernement n'avait pas communiqué autour de ce remboursement et que nous-mêmes n'étions pas associés au mécanisme de ce paiement-là. Alors, si paiement de 15 milliards il doit y avoir, ça concerne quelle catégorie de travailleurs? Alors, il faut bien comprendre le mécanisme en réalité. C'est que les travailleurs, les fonctionnaires sont avancés chaque 2 ans. Et lorsque vous obtenez un avancement, c'est que c'est une augmentation de salaire. Chaque 2 ans? Chaque 2 ans. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'administration, généralement, n'arrive pas à octroyer l'avancement à la date à laquelle le travailleur a droit à ça. Vous avez droit à un avancement peut-être en janvier 2020, et c'est peut-être en janvier ou bien en octobre 2021 que finalement l'acte sort. Alors, ce que vous devez gagner, le surplus que vous devez gagner de janvier 2019 ou 2020 jusqu'à octobre 2021 s'accumule. Et là, ça devient des arriérés qu'on doit vous payer. Entre-temps, au moment où
on vous constate cet avancement, on vous paye automatiquement le rappel. Mais à des moments donnés, ces rappels ont été accumulés par l'État et ceci a commencé par générer au niveau des travailleurs des remous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la question du paiement des rappels faisait partie des revendications des organisations syndicales. S'agit-il des travailleurs en fonction ou des retraités également? En fait, les 15 milliards peuvent concerner des travailleurs en fonction au même moment que ces 15 milliards peuvent concerner des retraités. Et je vous explique. Oui, allez-y. Si vous avez droit, par exemple, à un avancement en 2014, tel que ça a été expliqué par le chef de l'État, c'est des avancements qui devraient être constatés avant 2016, mais qui ont accusé de retard, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et donc les actes ont été pris après 2016. Alors pour un travailleur, un fonctionnaire qui avait droit à un avancement en 2014 ou en 2015, par exemple, qui n'avait pas eu l'acte, et que l'acte est sorti peut-être en 2017, vous constatez qu'entre 2014 et 2017, il s'est accumulé une certaine cagnotte. Voilà. Et donc, s'il est encore en activité, c'est qu'il va en bénéficier. Mais entre-temps, ce travailleur-là peut déjà être admis à la retraite. Et donc, ça peut concerner des travailleurs en fonction comme des travailleurs en activité. Est-ce que ça a été le seul point pour la rencontre du vendredi dernier ou le chef d'État est revenu sur les 30 heures également? Au fait, la rencontre du vendredi dernier a été consacrée principalement au bilan, je vais dire, c'est tel que le chef de l'État lui-même l'a intitulé, c'est un bilan du respect de ses engagements financiers vis-à-vis des travailleurs. Et donc, c'était le principal point à l'ordre du jour. La question des 30 heures avait déjà été débattue à la rencontre du 8 octobre. Et donc, des instructions avaient été données aux ministres concernés sous le leadership du ministre d'État pour pouvoir réexaminer le dossier à partir des informations que les centrales et confédérations syndicales ont fournies. Et donc, ce réexamen continue. Il n'est pas encore arrivé à son terme. Et ce n'est que lorsque nous allons finir avec cela que les ministres concernés vont rendre compte au gouvernement et aux centrales et confédérations syndicales que nous pourrons revenir sur et justement, en attendant, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les enseignants préinsérés vont dans les établissements dispenser les cours conformément donc à la décision qui est en cours, les 30 heures? Ce qui se passe actuellement par rapport à la question des 30 heures, c'est que après la rencontre avec le chef de l'État, la semaine qui a suivi, le gouvernement a procédé à un premier redéploiement de ceux qui étaient dans la base de données et qui avaient servi l'année passée. Et il y a eu de petits problèmes autour de ce redéploiement. Il y a eu une seconde liste, une troisième liste est en cours de préparation. Et donc, ceux qui ont été redéployés dans ces conditions dans les établissements ont reçu des emplois du temps. Et certains ont commencé, d'autres qui n'ont pas vu leur nom sont toujours à la maison. Et le constat est qu'aujourd'hui, il y a des établissements où, par exemple, il y avait une quarantaine d'aspirants l'année dernière, mais qui aujourd'hui ne se retrouvent qu'avec une vingtaine, qu'avec une quinzaine. Et donc, vous comprenez qu'avec cet effectif, les établissements ne peuvent pas tourner à plein régime. Et donc, c'est une situation mitigée qui est sur le terrain actuellement. Je rappelle que ça fait un peu moins d'un an que vous avez pris les rênes de l'UNSTB. L'UNSTB après Emmanuel Zounon. D'abord, dites-nous comment se porte Emmanuel Zounon en ce moment. L'ancien secrétaire général de l'UNSTB, Emmanuel Zounon, se porte très bien. Parce qu'il a eu un accident très grave. Oui, il avait eu un accident et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il s'est très tôt remis des conséquences de cet accident. Il se porte très bien actuellement. À quand remonte la dernière fois? Vous l'avez eu au téléphone ou vous l'avez vu? Nous échangeons tous les jours. Même le vendredi dernier, nous étions ensemble. L'UNSTB plus vieille confédération syndicale depuis 1974, non? Oui, l'UNSTB, c'est la confédération mère de toutes les confédérations du Bénin. Alors, après Emmanuel Zounon, ça devient quoi l'UNSTB? Sous votre règne, je veux dire? L'UNSTB, après le secrétaire général Emmanuel Zounon, se porte très bien. Et vous constatez qu'en 2019, il y a eu une transition entre l'ancienne génération et la jeune génération. Et la jeune génération qui s'est installée depuis novembre 2019 a commencé à mettre en place le nécessaire
pour pouvoir impacter, laisser les traces de son passage au niveau de l'UNSTB. Et nous pensons que tout se met progressivement en place pour faire de l'UNSTB ce que nous rêvons, une centrale respectée, une centrale représentative, une centrale influente sur l'échiquier syndical national. Tout récemment, on a entendu parler de vous dans le Nord. Est-ce que c'est votre manière à vous de laisser des traces à l'UNSTB? Qu'est-ce que vous aviez fait dans le Nord Oui, l'UNSTB, vous savez, c'est une école. Et donc, il nous est déjà venu depuis plusieurs années d'instaurer un programme que nous appelons l'Académie syndicale et qui nous permet chaque année de nous retrouver autour du mois d'août-septembre pour examiner certaines questions syndicales et prendre position. Et c'est dans cette logique-là que nous nous sommes retrouvés à Djougou en fin août pour réfléchir sur notre confédération, sur les stratégies à mettre en place pour faire de cette confédération une confédération influente sur l'échiquier syndical national. Et à la suite de la rencontre d'octobre et d'août à Djougou, nous avons également continué le travail et aujourd'hui nous sommes dotés d'un plan stratégique pour la gestion de l'organisation sur les 4 prochaines années. Apollinaire Kodjiunkan, c'est bien ça, hein? Ah, oui. Est-ce que l'unité d'action syndicale ne noie pas l'UNSTB? L'unité d'action syndicale aujourd'hui est une aspiration des travailleurs. Vous savez, c'est quand on est unis qu'on est fort. Ce à quoi nous avons assisté au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est-à-dire l'émiettement des forces syndicales, joue aujourd'hui contre les travailleurs. Vous constatez qu'il y a une guerre de leadership et qui n'est pas nécessairement favorable, n'est-ce pas, à l'intérêt des travailleurs. Et c'est donc pour cela qu'aujourd'hui, l'unité d'action s'impose à toutes les organisations syndicales, parce que c'est une aspiration de la base. Mais dire que l'unité d'action syndicale noie l'UNSTB, je ne pense pas. Et chaque confédération, autant que nous sommes dans ce creuset, chaque confédération se bat pour son autonomie. Et d'ailleurs, les textes qui nous lient reconnaissent l'autonomie de chaque organisation. Et chaque organisation jouit toujours de cette autonomie, mène ses activités de la manière la plus... de la manière dont elle juge nécessaire pour garder son rayonnement. On va parler des élections professionnelles, si vous permettez, Christian. Oui, les élections professionnelles, c'est pour quelle catégorie de syndicats? Et pour quelle finalité aussi? Les élections professionnelles, il faut dire que c'est un mécanisme pour déterminer le poids de chaque organisation syndicale au niveau de l'échiquier syndical. Et les élections professionnelles s'organisent aussi bien pour les syndicats à la base que pour les confédérations. Mais il faut préciser que les élections qui sont annoncées actuellement sont les élections professionnelles nationales. Et donc, ce sont les confédérations qui sont concernées. Les tests qui organisent ces élections précisent que ce sont les travailleurs régulièrement déclarés, n'est-ce pas, qui participent à ces élections-là. Comprenez donc que ce sont des travailleurs, soit des fonctionnaires, des contractuels de l'État, soit des agents du privé, mais qui sont reconnus par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc, à l'issue de cette élection, on déterminera le poids de chaque confédération au niveau de l'échiquier syndical. Et ce poids permet à l'organisation soit de représenter les travailleurs au niveau de certaines structures. Et pour les élections professionnelles de 2020, il faut dire que le décret qui a été pris a augmenté le taux de représentativité. Le taux de représentativité était de 15% pour les élections de 2006, mais cette fois-ci, le taux est porté à 20%, contrairement aux conclusions du comité préparatoire tripartite qui a été mis sur pied et qui a proposé un taux de représentativité de 10%. Ça veut dire que ça vous amène à plus d'efforts sur le terrain? Ça amène à plus d'efforts sur le terrain, mais ça pose également problème. Lequel? Lorsque vous examinez aujourd'hui le paysage syndical de notre pays, nous avons une dizaine de confédérations. Alors, lorsque le taux qui était de 25% en 2001
ramené à 15% en 2006 et aujourd'hui élevé à 20%, ça pose problème. Ça voudra dire que des organisations syndicales ayant des militants peuvent ne pas être représentatives et donc peuvent ne pas représenter les travailleurs au niveau de certaines structures, au niveau de certains forats, alors que l'on parle aujourd'hui de plus en plus d'un dialogue social inclusif et donc qui prend en compte tous les travailleurs. C'est une question à laquelle nous réfléchissons et peut-être nous allons nous prononcer dans les jours à venir. Je rappelle que vous êtes greffier. Oui, je suis officier de justice, greffier en chef actuellement du tribunal de première instance de deuxième classe de Pobet. Voilà. Vous arrivez à concilier votre charge de greffier, vos nombreuses charges de greffier avec les charges syndicales? Oui, nous débattons dans la mesure où dans notre pays, il n'est pas prévu que pour les responsables syndicaux, on procède à un détachement, donc c'est un cumul. Donc nous essayons de nous débattre pour respecter nos engagements vis-à-vis de l'État et représenter dignement également les travailleurs qui nous ont choisis. Il a été notre invité sur Droit de Sedlex. On a parlé du greffier, il avait changé de casquette. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter quelques précisions donc sur la dernière actualité liée donc à cette rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux. Vous êtes également revenu sur la vie au sein de votre organisation syndicale, l'UNSTB. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à vous, Herman Niamboussou. Mesdames et messieurs, le dernier acte de notre rendez-vous matinal pour ce lundi, c'est bien sûr la revue de presse, une pause pub et juste après, les informations telles que relayées dans la presse nationale avec Assumo Kanyasio. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes.
Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Alerte! Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La rencontre entre le chef de l'État et les syndicats fait largement la une de la presse ce matin. Le potentiel, le soleil levant, le challenge, le soleil Bénin Info, le Télégramme, l'autre quotidien en font leur gros titre et parlent de 15 milliards de francs CFA à payer. Dans l'immédiat, Bénin Intelligent d'expliquer que l'une des grandes décisions issues de cette séance est le déblocage avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA pour éponger une part importante des dettes de l'État à l'égard des agents de l'État, découlant de diverses décisions prises avant 2016. Le matinal de préciser que les travailleurs dont le salaire du mois d'octobre n'est pas encore traité recevront avec celui-ci les rappels dus par l'État. Ceux dont le salaire est déjà traité les recevront les jours d'après ou sur le salaire du mois de novembre 2020. Nord-Sud Quotidien constate que cet effort exceptionnel, comme ceux effectués avant par le gouvernement, est fortement apprécié par les partenaires sociaux qui, du reste, n'avaient pas tous les détails des paiements réalisés les uns après les autres. Ils ont félicité le chef de l'État et son gouvernement pour ces efforts remarquables. Mieux que la polémique, s'exclame Fraternité qui fait observer que les travailleurs entreront en possession de leur dû. Le sage dira qu'il vaut mieux tard que jamais. La question aujourd'hui, ajoute le journal, est de savoir s'il est opportun de s'attarder sur une telle mesure, car à défaut d'en reconnaître l'intérêt, on pourrait bien concentrer les énergies sur de nouvelles revendications en matière syndicale. C'est tout de même une approche très prisée. Nourrissons les polémiques porteuses d'intérêt. Le reste n'est que pure distraction, conclut le journal. Et sur la question de la dette de l'État envers les travailleurs, la dépêche table sur la réponse de Yahi Boni à Patrice Talon, tandis que le pays émergent rapporte que dans un post sur sa page Facebook, dans la soirée du samedi 17 octobre, l'ancien président Boni Yahi répond à une publication faite plus tôt dans la matinée par son successeur Patrice Talon concernant la dette de l'État béninois envers les travailleurs. Le journal le rapporte, citation, « Je suis alors surpris d'apprendre que mon régime a laissé une telle dette à l'endroit de ces travailleurs, chevilles ouvrières de la République, qui ont été la cible majeure de mon action à la tête du pays, conditions salariales, primes, pensions, retraite, motivation, formation, contenu pédagogique, infrastructures scolaires, universitaires et sanitaires, sécurité humanitaire, etc. » Fin de citation. Prenant la défense du chef de l'État actuel, l'ex-préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, dans les colonnes de Bénin Intelligent, déclare, citation, « Son régime avait bel et bien laissé des dettes. Les incidences financières découlant de cette revalorisation ont été planifiées pour être apurées en fin de mandat en 2016, mais malheureusement, elles n'ont pas été apurées. Le reversement opéré en son temps a gonflé l'effectif de la fonction publique et à l'époque, bien que faisant partie des cadres reversés, nous avons fustigé la tournure politique extrême de ce dossier. Nous nous sommes battus en vain pour freiner l'élan du gouvernement à cette époque, au risque même de créer des inimitiés avec nos camarades travailleurs, car nous avions exigé qu'au moins un test soit organisé au profit des agents pour jauger un peu de leur niveau avant le reversement. Mais hélas, fin de citation. Le gros titre de Bénin Intelligent est consacré ce jour au COS Lépi qui, à en croire le journal, rassure sur la fiabilité du fichier électoral national. Le journal souligne
qu'à 3 jours de la fin de cette opération, mercredi prochain, des inquiétudes subsistent quant au taux de consultation, mais il n'y a pas matière à s'inquiéter. Cette phase d'actualisation, on n'a pas besoin d'affluence, a tranché Jean-Claude Aouanvoebla, régisseur général adjoint à l'Agence nationale de traitement, car, explique-t-il, les citoyens qui figurent dans le fichier ont leur nom inscrit depuis l'âge de 12 ans au moins. De plus, la même liste a servi aux législatives et communales. L'autre vision a suivi la présidente du parti, l'UDBN, Claudine Prudencio, sur une émission et souligne que dimanche 18 octobre, la présidente du parti UDBN était l'invitée de l'émission Week-end Matin, une émission au cours de laquelle l'animateur de l'émission a présenté Claudine Prudencio telle qu'on ne l'a jamais connue. Responsable politique très connue, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a révélé une autre facette de sa responsabilité, celle qu'on croyait être une dame de fer est apparue comme une femme au foyer, une femme soumise qui sait bien s'occuper de sa famille, une femme qui a les charges politiques et responsabilités familiales avec dextérité. Loin d'être cette femme aux airs autoritaires, elle est l'incarnation même de la simplicité, de la douceur et de la compréhension, estime le journal, pour lequel elle est un véritable exemple pour les jeunes femmes qui nourrissent des ambitions politiques. Dans la suite, le Matin rapporte que la coopération entre l'ONG Femmes engagées pour le développement FED, à sa tête Mme Raïmat Djibril Moriba, et l'Association des femmes du secteur des mines au Bénin de Yvette Philippe Agbonikwe ne souffrent d'aucun souci pour le bonheur des femmes et filles du Bénin. Les deux structures ont officiellement signé une convention de partenariat de 3 ans. L'ONG Femmes engagées pour le développement est créée pour le développement, le leadership, l'autonomisation et l'éducation des femmes. C'est en ces termes que la présidente Raïmat Djibril Moriba a débuté son message pour accueillir ses désormais partenaires après le mot de bienvenue de Mme Eugénie Kouaro-Soti au nom de FED. Avec l'économiste du Bénin ce matin, on peut lire que dans le cadre de la Journée internationale de la pauvreté célébrée chaque 17 octobre, la Banque mondiale a organisé une discussion virtuelle le vendredi 16 octobre 2020. À l'occasion, Nathalie Picarelli, économiste dans cette institution bancaire, révèle que le Bénin a bénéficié d'une somme de 27,93 milliards de francs CFA en termes d'appui budgétaire pour gérer la crise du coronavirus. De son côté, Fraternité annonce que les États-Unis feront don de 250 dispositifs de lavage des mains à 120 écoles primaires, permettant ainsi à 72 000 enfants de bénéficier d'une meilleure hygiène des mains. Et les entrepreneurs installeront 450 dispositifs de lavage des mains dans les marchés, les centres communautaires et les hôpitaux de 21 communes. Telle est la substance du message de Patricia Mahoney, l'ambassadeur des États-Unis, près le Bénin au lancement officiel à Sékou le vendredi 16 octobre de la phase d'extension du projet Sanitation Service Delivery, financé par l'USAID. Et pendant ce temps, rapporte le matinal, le même jour à la mairie de Toribo, sitôt dans l'Atlantique, le gouvernement a, en partenariat avec la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la population, lancé officiellement la distribution des kits scolaires dans le cadre de la composante numéro 1 du projet relatif à l'autonomisation des femmes et au maintien des filles à l'école. Merci de nous avoir suivis. C'était la revue de presse chez vous. Merci à chacun et à tous de votre attention. Actu Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain quand nous serons mardi avec beaucoup d'autres sujets à aborder en plateau avec l'ensemble des chroniqueurs. Très bonne journée du lundi. Prenez soin de vous et surtout gardez le sourire. Au revoir.